Secure, épisode spécial live. C'est une première pour nous deux, puis pour moi aussi, puis d'un point de vue technique, c'est ça. Fait que s'il y a des ratés, soyez indulgents, s'il vous plaît. Aujourd'hui, comme c'est annoncé, on va faire une rétrospective 2023 sur le volet crise et résilience, tout ce que ça comporte, ce qui s'est passé, et on va faire une perspective 2024 qui nous attend pour ce qui suit. On parlait, on dit c'est un peu bloc. Ben justement, il y a du monde qui parle. Fait que là, je vois les choses. Fait que merci de nous rassurer que la technique fonctionne. Donc, Alex, je te laisse partir avec ça, puis on va commenter. On va essayer de répondre à vos commentaires live. Je sais qu'il y a un petit décalage entre ce qu'on voit et ce que vous entendez. Donc, juste aller comme ça, puis on va aller vivant comme ça, tous ensemble. Voilà, c'est ça. On va improviser comme on sait si bien faire. Oui. Merci Nicolas Loïc. Bonjour à tous. Donc moi j'ai aucun retour de ce qui est marqué, etc. Là. Donc on va y aller comme ça à la bonne franquette. J'avais complètement oublié que c'était en vidéo, donc du coup j'ai mis ma chemise de bûcheron et je me suis pas rasé, mais je me suis quand même nommé le Pelanex. Donc bonjour à tous, merci d'être là. Merci Nicolas Loïc quand même d'avoir lancé ça, d'avoir eu la confiance de le faire avec moi. Ce qui n'est pas forcément des plus évident parce que je peux partir en sucette assez rapidement. Donc oui, on va regarder un petit peu la partie rétrospective sur les crises, sur la résilience autour de ce qui a pu se passer là. Donc 2023, on va regarder le sujet de 2024. Et quand on discutait juste un petit peu avant de lancer, là, on s'est dit, oulala, 2024 là, moi je pense que je vais me mettre sous la couette là pour les 11 prochains mois parce qu'ils vont être assez énormes. Donc 2023, tiens, je vais commencer par une question pour toi là. Ça a été quoi ton meilleur truc en 2023? Bon, tout est en relatif. Quel est-ce que mon meilleur truc en 2023? Si on parle dans un contexte de la meilleure crise, 2023, ça nous a ramené un été super chaud. Ça a ramené des centres de données européens notamment qui ont dû arrêter de fonctionner ou à diminuer leur capacité. Donc, on est dans un contexte où le climat a un effet réel, malgré ce que les gens disent, puis malgré le fait qu'on se met la tête dans le sable. Fait que c'est un élément important à tenir en compte. Et si on fait la conjoncture avec l'explosion de l'intelligence artificielle générative, donc cette consommation démesurée d'énergie pour faire des drôles d'images puis mettre des textes un peu bidons sur partout, on a quand même un élément important qui va reporter sur 2024. Autrement ça, ben là il y a eu les fuites de données, puis on est même servi en début de 2024 avec des fuites majeures qui ne font que multiplier le problème des fuites de données. Donc pour moi dans mon univers, c'est à peu près ça qui a retenu mon attention en 2023 là, et plus. Et plus. Hein. Moi, 2023, ça a été avec l'émergence justement de l'IA là, et puis toutes ces images. Donc toi, tu aimes bien faire les girafes, hein, me semble-t-il. Oui, notamment, je fais beaucoup de girafes. Je consomme beaucoup d'électricité pour générer des girafes. Et moi, 2023, ce qui a été un peu marquant pour moi, c'est en effet tout ce qui a été intelligence artificielle, hein, et puis tous les côtés positifs de cette intelligence artificielle, hein, et puis tous les côtés négatifs. Et t'en nommais quelques-uns. Là, en effet, on va se retrouver avec plein de textes qui vont être bidonnés par l'intelligence artificielle, et on va faire du test sur du texte comme ça. Donc ça, là, moi, ça a été quelque chose de marquant. Bon, bien évidemment, les vols de données, les cyberattaques sur les espèces, les parties hôpitaux, etc. Tout ce qui est santé là, où ça a pas mal joué en Europe, en France, il y a eu pas mal de crises comme ça avec des hôpitaux qui se sont retrouvés un petit peu à l'arrêt. Donc ça a été assez marquant dans cette année. Et puis c'est pas mal autour de ça. Oui, les vols de données, c'est un bon gros questionnement sur les vols de données. Et on en discutait quand on a enregistré justement cette semaine. C'est en fait nos données, elles nous appartiennent plus franchement là. Est-ce que ça vaut encore la peine de les cacher, parce que tôt ou tard, de toute façon, on se les fait piquer. Donc ça aussi, avec tous ces vols de données, c'était vraiment intéressant. Oui. Mais sur vol de données, là, il y a plusieurs éléments, justement, ce qu'on avait parlé plus tôt
par rapport à ça. Il y a la façon ce qu'on a en Amérique, c'est-à-dire le NAS essentiellement. Là, autant aux États-Unis qu'au Canada, on a ce numéro-là qui nous a été tampé dessus, lequel on met beaucoup d'énergie à protéger et dans lequel cas il est déjà sur le dark web abondamment. Donc, c'est un peu un élément étrange. Puis je dis personnellement, puis je comprends pas pourquoi on met autant d'énergie sur ce numéro-là, parce que c'est un numéro de dossier, faut vraiment le voir. C'est un numéro de dossier fiscal qui nous identifie auprès de l'Agence du revenu fédéral et provincial, et c'est à peu près tout son rôle. Fait que c'est ça qui me fascine, c'est comme si on venait voler mon numéro de compte chez Bell ou TELUS, pour être équitable, ou Rogers, on veut être vraiment équitable aux trois majeurs canadiens. Puis après ça, avec ce numéro-là, que les autres compagnies autour commençaient à l'utiliser pour m'identifier de façon unique dans leur système. Et là, je commence à trouver ça un peu absurde comme situation. Et on a construit de façon très fragile. Finalement, on n'est pas antifragile, on n'est pas résilient du tout. Construit tout un pan complet de notre infrastructure d'information et de choses, et bancaire notamment, sur ce numéro-là qui est ultra fragile. Et pour ceux qui ont passé à travers le fait de se l'avoir fait voler, mais au point où usurpation d'identité et tout ce que ça comporte, le faire changer, là, c'est un chemin de croix également, parce qu'il n'a jamais été pensé et même envisagé que ce numéro-là puisse être changé, parce que il est tatoué sur nous essentiellement. Il est quasi biométrique, c'est-à-dire c'est comme nos empreintes digitales, c'est comme tous les éléments biométriques qui nous comportent dans lequel on est, là. Donc moi, je suis très très fasciné, et qu'on n'a pas encore une réflexion franche et publique sur ce élément-là, et qu'on arrête de focusser sur ce maudit numéro-là, puis qu'on lui donne plus de valeur. Que les voleurs arrêtent de vouloir s'intéresser parce qu'il n'y a plus de valeur. C'est ça où c'est vraiment terrible, parce que c'est vrai, au tout début où je suis arrivé au Québec, là, on m'a dit attention, ce numéro c'est super confidentiel, faut pas le donner, etc. Et puis au début, je refusais un petit peu de le donner à toutes les personnes qui sollicitaient. Je veux dire, il y a un moment où honnête, pour créer ton dossier, tu es obligé de le donner. Donc il y a plus comme tu dis, il y a plus de secret autour de ce numéro, parce qu'au final, tu le donnes partout, là. Encore aujourd'hui, là, où hier, il a fallu que je remplisse un dossier, il fallait donner ce numéro de NAS. Donc je veux dire, en effet, ça n'a plus aucun sens. Là, ma réflexion tout à l'heure, c'était encore plus loin que ça, que le numéro de NAS. C'est-à-dire que toutes les données que l'on a sur nous, ou des dossiers, etc., là, on s'aperçoit quand il y a des cyberattaques, et puis il y en a eu quand même un petit nombre l'année dernière, là, on aura encore plus l'année prochaine, mais bon, déjà avec ça va en augmentant, c'est pas en réduisant, bien malheureusement, ce genre de choses-là. Et moi, vraiment, j'ai de plus en plus cette réflexion de me dire, mais attends, quand tu te fais cyberattaquer, de toute façon, une des premières choses qu'ils font, c'est de prendre toutes les données qui sont sur tes serveurs, les stocker chez eux, et puis après, ils en font ce qu'ils veulent. Donc, au bout d'un certain temps, là, si t'es pas super secure dans tes données, tu considères que tes données, en fait, tu peux les livrer. Donc, au pire, pourquoi carrément pas tout de suite les mettre sur la place publique? On pourrait aller dans cet excès, en fait, de réflexion. Mais ça, il y a un moment où il va vraiment falloir se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une donnée confidentielle versus ce qui est connu. Ouais, l'ultra-transparence, j'avais vu des éléments comme ça dans le passé. J'avais vu une conférence à TEDx Québec il y a déjà très longtemps qu'on parlait de ces éléments-là. C'est intéressant, il y a des avantages et des inconvénients, et en même temps, puis c'est cette réflexion-là, puis je l'ai ailleurs aussi, cette réflexion-là, sur à quel point qu'est-ce que de la donnée privée? On a des lois qui nous protègent nos données privées parce qu'on attache la valeur. Mais au-delà de ça, en quoi cette donnée-là elle commence qu'on socialement lui donne tant de valeur que ça? OK, je veux dire, il y a des éléments parce qu'on est humain, puis il y a des choses qu'on ne peut pas divulguer à tout le monde. Correct. On a un certain nombre, mais il n'y en a peut-être pas tant que ça. Puis là, je veux dire, en passant, là, vos photos tout nues, là, mettez pas ça sur vos téléphones, puis faites-le même pas. C'est-à-dire, parce qu'après ça, si vous le faites pas, vous n'avez pas rien à vous inquiéter de vous faire voler parce que ça n'existe pas. C'est-à-dire là, mais tu sais, au-delà de ces éléments-là abstraits que un certain nombre je dirais que généralement la gente masculine aime beaucoup envoyer des photos de certaines parties intimes de leur corps, mais pourquoi? Mais au-delà de ça, faites-le juste pas, sortez de ces univers-là, vivez dans le vrai monde, puis en même temps, on considère ça privé en Amérique principalement, mais si on va dans les pays d'Europe, où on va prendre l'exemple de la Finlande, où le sauna est largement utilisé, les saunas sont tout nus.
Fait que cet élément-là qu'on donne tant de valeur ici, en Finlande, ça n'a pas vraiment de valeur parce que essentiellement, tout le monde s'est déjà vu relativement tout nu. Ça, et donc d'arriver dans un contexte que ces notions-là de protection de la vie privée, oui, on a des lois, mais pourquoi on attache autant d'importance, puis là on revient au NAS, parce que la RGPD ou la loi 25 au Québec viennent clairement encadrer ça, puis justement viennent mettre un stigmate très puissant sur les compagnies qui sont négligentes et en certains égards, étant donné que si on perd puis c'est un peu le chose, si je perds mon NAS, qui est déjà perdu d'ailleurs probablement dans une des 52 fuites dans lesquelles je suis, où mon NAS a dû se retrouver. Là, j'ai un potentiel de faire usurper mon identité. Et c'est là le problème, puis c'est comment on a construit le système qui permet justement d'usurper mon identité. Puis c'est essentiellement là, à mon sens, le problème, à quel point on s'est bâti sur des modèles de vérification faibles, et ce qui donne une valeur à ces fuites-là. Puis, tu sais, on en a eu, puis là, tu mentionnais les hôpitaux en France, il y en a plusieurs. Puis les autres, c'est pas juste ça des fuites, c'est vraiment des arrêts de fonctionnement, c'est encore d'autant plus grave. Mais au niveau des données personnelles, je serais pas prêt à mettre toutes mes données personnelles. Étant pas un Européen, moi, être tout nu, il n'y a pas tant de monde que ça qui m'ont vu tout nu. Et je tiens à maintenir ça comme ça. Et incidemment, est-ce que ça implique toutes mes données personnelles qui sont associées avec ça? Il y a une chose, et on n'a pas ce réel débat-là social sur qu'est-ce qui devrait être vraiment protégé et ce qui l'est pas. On a une loi un peu plus floue qui vient justement de baliser de façon large au contexte social dans lequel on est. Là. Mais, comme tu dis, on devrait peut-être vivre dans l'ultra-transparence un peu à la modèle, au mode finlandais. Je pense même que c'est en Finlande que les salaires de tout le monde sont affichés publiquement. Oui, je crois, oui. Il me semble que oui. Oui, il me semble que oui. Finlande, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, un pays du Nord comme ça, là, où en effet, il y a une hyper-transparence. Et je trouve que le fait d'avoir cette hyper-transparence coupe l'herbe sous les pieds des hackers, parce que le deuxième effet qui se coule en fait d'une cyberattaque, une fois que tu as pourri les systèmes, c'est de pouvoir récupérer des sous sur les données. Mais si tes données, en fait, t'as pas une réelle importance du fait qu'elles soient publiées, c'est pas plus grave. Donc là, du coup, on réduit en fait la voilure des hackers par rapport à ça. Il y a tout un questionnement. Donc, pour revenir en fait à notre sujet de base sur 2023, les retours. C'est vrai que 2023, pour moi, ce qui m'a marqué, c'était cette notion d'intelligence artificielle, l'augmentation des attaques, donc des crises. Et puis, ce qu'on s'aperçoit avec l'augmentation des crises, c'est la partie en fait des entreprises qui sont pas prêtes. Qui sont pas justement en crise cyber résilience, qui sont pas résilientes. Et ils arrivent face en fait à une situation où ils se retrouvent. Encore une fois, on va parler de nullité là. Décidément, on va être certainement sur YouTube, on va être bloqué, mais c'est pas grave. Mais par rapport à ça, oui, toutes ces augmentations d'attaques et le fait qu'on s'aperçoit que les entreprises ne sont pas résilientes, ça nous amène, enfin, ça devrait nous amener une réflexion sur notre société. Tu parlais d'antifragilité tout à l'heure, là. Sur notre société, là, elle est quand même sérieusement fragile. Et de plus en plus, avec les technologies qui arrivent, on est de plus en plus fragile par rapport à ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, en 2023, là, je trouve que ça a augmenté, et ça va augmenter beaucoup plus encore en 2024. Oui, on parle d'éléments comme ça. En 2022, il y a eu la guerre en Ukraine. En 2023, il y a la guerre en Israël ou en Palestine, tout simplement comme on veut voir ça. Qui sont des événements très très marquants au niveau de résilience, au niveau social. Ce qui se vit dans ces régions-là du monde, c'est à certains niveaux, c'est atroce, de façon indifférente. Là. Je prends pas parti dans ces éléments-là, mais ses conséquences en cyber, ses conséquences en résilience, ses conséquences en tout cet univers-là est très très important parce que ça a des échos ailleurs aussi. Ces éléments-là, cette augmentation de la violence aussi, ce qu'on voit énormément dans tout l'Occident, les États-Unis étant chef de file de ce côté-là, mais ont quand même des impacts sur beaucoup de pays européens quand on va du côté occidental, où il y a une montée de ces éléments-là au niveau ça, puis au niveau cyber, ça devient important parce que l'usage des moyens
puisqu'on repose énormément sur ces moyens-là maintenant, est d'autant plus important. Là, il y a eu Colonial Pipeline, là, qui n'est pas si lointain que ça. Il y a eu Alouette, qui est pas si au Québec, qui est pas si lointain que ça en termes d'attaques sérieuses posées sur des infrastructures importantes. Colonial Pipeline, c'est pire parce que c'est drôle à certains égards. Puis là, citez-moi pas hors contexte, s'il vous plaît, puisque l'attaque a été que sur des systèmes administratifs, pas sur tout le volet production ou transport du pétrole ou de tous les dérivés. Et l'élément qui est arrivé, c'est que la panique, puis là aussi, c'est un élément social que les gens vont paniquer. Donc, on est finalement juste des petites brebis apeurées parce que de cette inquiétude-là, les gens se sont garochés sur des stations d'essence, un peu comme on avait vu pour ceux qui sont de très vieille génération, la crise du pétrole des années 70, où on faisait la file d'attente pour avoir accès à un peu d'essence pour mettre dans son auto. Ben, Colonial Pipeline a généré ce même genre de situation-là qui est complètement farfelu face à nos yeux maintenant quand on pense qu'on est supposé dans une société stable, c'est bien approvisionné, de choses comme ça. Et là, on commence à retrouver des éléments d'instabilité sociale que parce que il y a eu un système administratif chez Colonial Pipeline qui est tombé aussi. Là. Et ça, justement, je vais rebondir sur ça, c'est sur les infrastructures essentielles. Ça aussi, on en voit de plus en plus des cyberattaques autour de ces infrastructures. Et par rapport, si on reprend l'exemple de la Russie et puis de l'Ukraine, c'était en 2022 que ça a commencé, ça fait déjà quand même 2 ans là, que ça dure leur vaste guerre là. C'est clair que la première des choses, si tu veux bousiller un pays là, c'est de bousiller son infrastructure, ses infrastructures, ses services essentiels, etc. Et il y a tous les moyens de pouvoir assez rapidement d'immobiliser en fait un pays par rapport à ça sur tous ces aspects-là. Dernièrement, justement, je crois que c'est encore l'année dernière, il y a eu les lecteurs de cartes de crédit des stations-service, je me rappelle plus quelle marque là, qui ont été piratés. Donc les gens pouvaient plus payer. Donc des petits gestes comme ça, et puis on va en parler sur 2024, là, mais des petits gestes comme ça en 2023 déjà là, pour moi là clairement c'est un prémisse de ce que il pourrait être fait si un État voulait vraiment nuire de façon profonde et définitive à un autre État. Oui. Oui, tout à fait. Ce genre de genre-là, puis c'est la dépendance des achats par carte de crédit. Puis je suis coupable comme bien d'autres. J'ai plus d'argent en cash sur moi. Je me promène plus avec de l'argent. Je me promène qu'avec mon plastique. Donc, puis les commerçants nous amènent dans cette direction-là. Tout le monde, la société globalement, nous amène dans cette direction-là de nous débarrasser de l'argent comptant et de nous amener vers de l'argent électronique. Mais en même temps, les infrastructures qui soutiennent ça n'ont peut-être pas le degré de résistance ou de résilience à laquelle on pourrait s'attendre pour maintenir ça. Qu'est-ce qui arrive si j'arrive à la station d'essence et je suis pas capable de payer parce que le terminal est indisponible? Là, on a un défi. Puis, je veux dire, pour les plus vieux, ceux qui ont des cheveux gris comme moi, on se rappellera que Desjardins, à une époque, je sais pas si c'est encore vrai parce que ça m'arrive plus maintenant d'être dans ces soirs, je crois que c'était le dimanche soir, l'Interact ne fonctionnait plus. Donc, si on arrivait pour payer, c'était indisponible. Puis ça, dans mon jeune temps. Donc, on était dans des époques où il y avait des fenêtres de maintenance qui étaient comme ça. Donc, je pense le genre dimanche soir de minuit à 3. Là. Et corrigez-moi si je fais erreur parce que je me rappelle plus. Ça date d'il y a très, très longtemps. Mais ça m'est déjà arrivé de me faire apprendre de vouloir faire le plein d'essence. À une époque, on ne demandait pas de payer d'avance, parce que il y a déjà eu une époque où on ne demandait pas de payer d'avance. Il y avait comme une forme de présomption de confiance et d'arriver pour payer, puis non, j'avais pas mon plastique ne fonctionnait pas, donc j'ai été comme coincé. Là, heureusement, dans cette situation-là, j'avais un ami avec moi qui, lui, avait de l'argent comptant, donc il m'a dépanné. Mais j'ai été dans une situation très, très complexe à gérer ce genre de choses-là. À ce moment-là de ça. Comment je fais pour me débrouiller si je l'ai pas? Tu le mentionnais, là, il y en a plus récemment. C'est le même genre de choses. Qu'est-ce que ces gens-là vont faire? Comment on va traiter ce moyen alternatif-là de pouvoir accepter des paiements qui sont plus possibles? Puis je suis d'une époque où on avait encore les machines aussi, schlick pour la carte de crédit, où on avait un petit feuillet. Puis repasser, là?
Oui, le fait. On avait ce genre de choses-là. Puis j'ai déjà vu des commerces, il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont dû retourner à ces méthodes-là en backup parce que le moyen des paiements électroniques était indisponible parce qu'il y avait une panne. Je me rappelle plus c'était quoi exactement. Là. Ma mémoire n'est pas toujours nécessairement très bonne pour ce genre de détails-là, mais c'est déjà arrivé. Puis en plus, ça rappelle qu'à cette époque-là, il y avait les commerçants recevaient des catalogues de numéros de cartes qui étaient fraudés, qui justement ne devaient pas accepter l'argent qui était associé à ce genre de choses-là, justement pour limiter ça. Ça existe, je sais même plus si ça existe encore ou c'est encore possible de nos jours de faire des traitements comme ça, mais on est dans un univers où on bascule. Puis là, tu sais, là, moi, je pivote entre 2023 et 2024 constamment, là, mais en 2024, ça ne fait que s'accélérer. Les commerçants ne veulent plus d'argent cash parce que c'est trop de traitements, c'est trop long. Tout est mécanisé maintenant, tout est fait tout seul. Il n'y a plus personne qui veut aller compter son argent, balancer sa caisse, aller faire le dépôt à la banque tous les soirs pour pas avoir plus d'argent. Puis c'est éviter les vols aussi, c'est éviter les risques avec ce genre d'éléments-là. Donc on est sur une infrastructure qui s'agit qu'un petit coup de vent puis fonctionne plus. Plus d'électricité, ça fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus d'électricité? Puis je pense que les pannes électriques vont croître en 2024. Avec l'augmentation des changements climatiques. On le voit aux États-Unis, ça fait plusieurs années qu'il y a un certain degré d'instabilité au niveau de la grid, que la fourniture d'électricité aux États-Unis est instable. En Europe, avec la guerre en Ukraine, tu mentionnais qu'on a eu en 2022, ben, l'hiver qui a suivi de 2022-2023, il y a eu des rationalisations de consommation d'électricité parce que l'électricité qui était produite par des moyens pétroliers, ça a des conséquences. Puis notre société repose là-dessus. Ouais. Et moi, je fais des girafes puis je consomme du temps CPU et complètement de façon farfelue. Mais elles sont très belles, tes girafes. Elles sont vraiment très, très belles. Je reviens sur justement ces notions-là de résilience, là, parce que en effet, là, on est une société hyper dépendante et on le voit dès qu'il y a une coupure. C'était Roger où il y a eu un problème avec Roger. Ça a impacté aussi de l'interac derrière, etc. Là, donc ça a été quand même assez rapide. Je crois que ça a été moins de 6 heures. Mais ça n'empêche qu'en effet, on se retrouve dans une situation où t'es mal pris là. Et c'est là où la notion de résilience, de plan B, de plan C, etc. est vraiment très, très forte. Et c'est intéressant quand je vois avec les entreprises avec lesquelles je travaille, ben, elles n'ont pas intuitivement en fait cette approche. Leur boulot là, c'est de vendre leur business et pas de maintenir en fait leur business. Donc ce qui est quand même surprenant, parce que si tu veux vivre sur le long terme, il vaut mieux que ton business reste vivant sur le long terme. Et oui, on essaie ça, mais on n'a pas, c'est pas dans le sens commun. Ça nous habite pas ce genre d'éléments-là. Puis il y a des éléments culturels. Qui fait que notamment en Amérique, on vit dans l'opulence, en Occident en général, mais principalement en Amérique parce qu'on est une zone de ressources, donc on n'a pas de défis comme les Européens peuvent avoir parce qu'ils ont un peu moins de ressources que nous. Ils vivent dans une certaine opulence, mais avec moins de ressources, moins de capacité. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, avec la réduction du blé, de la potache et du pétrole. L'Europe l'a vécu difficilement. En Amérique, on n'a pas ce problème. On produit du pétrole, on produit du blé, on produit de la potache. Donc pour nous, on est les limites mort de rire. Fait que ça nous met même beaucoup plus insouciants par rapport à ce genre de situation-là. Puis on le voit, là, juste la crise coronavirus, je reviens, les gens se sont garochés sur les stations d'essence pour mettre de l'essence dans leur auto. Fait qu'on voit à quel point la relation avec le réel est chamboulée rapidement à ce moment-là. Et c'est vrai que là, justement, par rapport à ça, tu parlais de confort. Donc, en effet, on est dans une société, là, t'en as pas de problème. À part des problèmes de riches, là, on s'entend, là. Mais je veux dire, même toute la société, en fait, est capable de pouvoir survivre avec des moyens ou sans moyens ou peu de moyens. Donc, on arrive quand même toujours à s'en sortir. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, etc., tu arrives quand même à t'en sortir. C'est plus difficile pour certains que pour d'autres, ça va de soi, j'en discuterai pas par rapport à ça, là. Mais en fait, on est dans une société où on a un problème, on a la capacité d'être assisté, d'avoir de l'aide, etc.
Or, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand il y a une rupture comme ça de la continuité, de la normalité, etc., un blackout informatique qui va jouer sur justement sur notre quotidien, sur sur notre fonctionnement au quotidien, et qu'on se retrouve plus avec l'accès facilitant d'aller chercher de la bouffe, d'aller chercher de l'argent à la rigueur au guichet automatique, de payer son essence, etc. Une fois que tout ça s'est arrêté, tu retombes en fait dans un stade où tu n'as plus rien. Et là, c'est vraiment intéressant. Enfin, intéressant. Je vais modérer quand même. Mais en tout cas. Oh, je te citerai pas hors contexte. Voilà, c'est ça. Merci. C'est là où on voit en fait que tu as intérêt dans la société où on vit actuellement là de ne pas te reposer sur tes lauriers, mais vraiment de faire en sorte d'être résilient parce qu'on est hyper fragile et plus les jours passent, plus les semaines passent, plus les mois passent, plus on est hyper fragile. Et c'est là où c'est intéressant quand tu parlais de l'Ukraine. Guerre, restrictions, coupure électrique, etc. Ils sont obligés de vivre en fait dans le dénouement avec très peu de choses. Si je parle de Gaza, c'est exactement la même chose. Il y a du jour au lendemain, tu n'accèdes plus sur ce que tu avais la veille. Et donc, il va falloir que tu sois résilient avec les seules choses que tu as. Je faisais une parenthèse sur la façon de mettre en place justement les plans de continuité, les plans de gestion de crise, etc. Là, on s'aperçoit qu'il y a tout un processus, ça peut être long, etc. Ça a un intérêt de faire ça, mais on s'aperçoit aussi, à force d'en avoir mis, là, que c'est pas forcément utilisé et c'est principalement pas maintenu. Donc on en arrive en fait dans un changement en fait de façon de faire qui est de dire ok, c'est beau d'avoir des plans là, mais en fait ton plan là dans un an il sera peut-être plus valable, d'autant plus si tu le maintiens pas. Donc en fait tu vas te retrouver au moment de ta crise sans plan qui tienne la route. Donc il faut changer le mental en disant ok, avec le bout de ficelle, le bout de caillou que j'ai, le couteau, qu'est-ce que je peux faire avec ça pour maintenir mon activité? Et donc là, on est en train de changer complètement cette façon de faire pour mettre en place des plans de gestion de crise, pour justement le rendre beaucoup plus en fait résistant, anti-fragile. Voilà, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Parce que ça a aussi son importance par rapport à tout ce qu'on mettait avant versus ce vers quoi il va falloir aller en 2024, 2025, 2026 si on est encore vivant. Puis justement, là, en ce genre de parenthèse-là, au Canada, il y a le C26 qui est au fédéral, qui est une loi justement qui s'assure que nos infrastructures vitales, j'utilise le terme français, là, les OIV sont bien positionnés pour éviter des défis comme on a vécu, comme il a été vécu avec Colonel Palan, ou des pannes majeures, ou des fournisseurs d'hydroélectricité, ou d'électricité générale qui sont ça se fournir. On soutient de lois qui vont venir assurer que ces compagnies-là fassent le nécessaire pour que ça arrive. En électricité, ça va, là, il y a quand même NERC qui vient surveiller en arrière, mais de façon générale, en France, les OIV, ça fait déjà, il y a des lois qui encadrent ça depuis déjà longtemps, donc ils ont des obligations de rendre des comptes. Au Canada, on va en avoir aussi. Aux États-Unis aussi, il commence à avoir des choses qui ressemblent à ce type de choses-là. Je m'y connais moins, fait que je veux pas me mettre le pied dans la bouche, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui est en train de s'exécuter au niveau américain qui va justement mettre des socles plus robustes pour ce qu'on considère comme des infrastructures vitales ou critiques, tout dépendant du vocable qu'on veut utiliser justement dans notre société pour s'assurer qu'on continue à fonctionner, parce que de basculer en état de panique et de chaos, c'est pas très long, là. On l'a vu, Colin Ballon est un bel exemple récent de chaos qui a été généré juste par manque d'essence. S'il n'y a plus d'électricité, 3 jours, puis on est dans le chaos complet, parce qu'il y a tellement de choses qui maintiennent. Les systèmes de sécurité sont en place là-dessus. Tout ce qui concerne, donc ça va être la loi martiale essentiellement pour ce qu'on veut, ou mesure d'urgence. Je ne sais pas comment ça s'appelle, là. Il n'est pas très populaire au Canada parce qu'il a été utilisé pour des bonnes raisons, mais les raisons n'ont pas été nécessairement ça, mais ces règles-là vont arriver, c'est-à-dire qu'on va avoir l'armée dans les rues, on va avoir un paquet de choses aussi. Fait que c'est ce degré-là de choses. Puis tu parlais de problèmes de riches, puis genre, ensuite je te repasse la parole. Dans le cas de Rogers, au moins 50% des choses que j'ai entendues dans les médias, c'est effectivement des gens qui se plaignaient de problèmes de riches.
que de pas pouvoir appeler leurs enfants, des choses que pour moi, dans mon enfance, n'existaient littéralement pas. On est clairement rendu trop confortable avec ces éléments-là, de pas pouvoir, pas d'internet, c'est la fin de la vie. Là, faut que j'utilise qu'est-ce que je fais? Là, j'ai pas de téléphone, je suis plus capable de me retrouver dans la ville, je suis plus capable d'appeler personne parce que je vais arriver en retard. On est tous dans un contexte, c'est vraiment des problèmes de riches qui existaient pas dans mon enfance, où mes parents disaient, ben, va jouer dans la nature puis arrange-toi, puis si tu saignes, tu reviendras, sinon, c'est correct, là. On a le chose de la société a changé de façon radicale, là. C'est là où c'est vraiment intéressant quand on voit ça, là, justement. C'est que on est, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt justement à ce qui va arriver en 2024, voire 2025. Je vais juste finir sur 2023, parce que on avait fait normalement une rétrospective. Et puis une prospective. Et puis on a. Oui, je suis désolé, mon TDA dans le prélat, fait que je passe sur tous les sujets, mais oui, merci de me rappeler à l'ordre. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je vais juste quand même rebondir sur ce que tu as dit, sur le fait que on met en place des lois, des machins, etc. là. Mais en fait, je vais être très cru et puis je vais choquer pas mal de monde. En fait, ces lois ne servent à rien. Elles sont bien pour réglementer, pour faire ce genre de choses-là. Mais si ton informatique, elle est indisponible, qui est une loi, qui est pas de loi. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que il y a beau avoir des lois sur la sécurisation des industries essentielles, etc. là. On peut même demander des amendes vis-à-vis de ces sociétés-là pour qu'elles se mettent aux normes. Superbe, c'est bien. La loi, dans ce sens-là, elle est positive pour forcer les choses. Mais il n'empêche que nos amis les hackers ont toujours un train d'avance, comme les personnes qui se dopent ont toujours un train d'avance sur l'antidopage. Et donc, le hacker, qu'il y ait une loi ou pas, il n'en a rien à foutre. S'il a besoin d'aller taper quelque chose, il va aller taper quelque chose. Et il pourra foutre en l'air, en fait, l'entreprise, les flux, l'industrie, peu importe, plus d'électricité, etc. Donc, on tombe dans un blackout. Donc, les lois, en effet, c'est bien. C'est bien, ça permet de faire avancer, mais c'est largement pas suffisant. La seule façon de voir comment est-ce que tu es résistant, c'est en effet couper la lumière. Puis tu regardes comment est-ce que la population coupe l'électricité, tu regardes la population, comment est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir pendant ne serait-ce qu'une journée. Alors nous, on a de la chance au Québec, hein. On a quand même des coupures électriques en plein hiver, donc du coup, ça nous oblige, oui, à faire le nécessaire. Mais je veux dire, c'est pas pareil dans tous les pays. Mais c'est juste en fait, et puis ça amène sur l'exercice, sur le fait de s'entraîner. C'est pas tout de faire des lois, c'est pas tout de dire ok ouais j'ai un super plan. Moi j'ai plein de clients qui ont des plans là, donc mais ils le testent pas, donc pour moi c'est pas opérationnel. Donc la seule façon de savoir si tu es résilient ou si t'es pas résilient, bah c'est t'arrêtes ton environnement, puis tu bascules sur ton plan de reprise, ton plan de continuité, ton plan de gestion de crise, peu importe. Mais c'est là-dessus. Donc les lois, oui, en effet, c'est bien. Il y a les lois 25 qui sont très bien pour la sécurisation des données, mais qui foutent un bordel sans nom parce que les gens sont pas prêts par rapport à ça. Il y a tout plein de trucs comme ça. Mais ça n'empêchera pas que quelqu'un qui est vraiment, et on va le voir en 2024, quelqu'un qui est vraiment motivé pour foutre la merde, de foutre la merde. Ah, ces lois-là ne réduisent pas le nombre de fouteurs de merde. Elles ne réduisent pas la quantité de gens qui veulent s'en prendre à nos systèmes. Puis même, on l'a vu aux États-Unis où il y a des groupes de hackers qui commencent à utiliser la loi du Secure Exchange contre les entreprises. Fait qu'ils menacent de faire une divulgation à la SEC pour s'assurer qu'ils versent les choses. Au moment où c'est arrivé, c'était inexact là, parce que la loi n'était pas en action, fait que c'était une menace creuse. Mais il n'empêche qu'ils sont déjà en train de changer leur modèle d'opération pour utiliser nos lois contre nous. C'est ces gens-là, c'est cette réflexion-là toujours sortir du spectre de réflexion standard, toujours hors de la boîte pour faire un anglicisme. Réfléchir en dehors de la boîte est important parce que c'est là où eux circulent, c'est là où eux font leurs actions. Et on revient toujours aux éléments de base. C'est plus artisanal d'ailleurs, tous ces groupes-là. Maintenant, c'est industrialisé. Il y a de l'argent, il y a des groupes criminalisés en arrière de ça. Il y a des États qui sont en arrière de ça dans certains cas, qui vont financer ces groupes-là de façon connue ou un peu plus discrète. Mais on va opérer dans ces univers-là. Mais non, c'est ça. C'est sûr que nos lois servent à avoir du mordant, c'est-à-dire s'assurer que ces choses-là. Mais si
les entreprises ne respectent pas. Puis, c'est un choix, l'entreprise ne peut ne pas respecter les lois. Ben, on va le demeurer vulnérable et à ce moment-là, on va se retrouver avec des situations périlleuses qui sont ce qu'on vit. Là, à l'heure actuelle, tout ce qui se passe en industriel, si les gens savaient à quel point tout est bâti sur des choses fragiles, on serait probablement beaucoup plus inquiet qu'on l'est présentement. Mais on vit dans des temps confortables. Les temps confortables amènent à l'amollissement de notre vigilance. Ouais. Et tu vois, sur ce que tu disais là, on vit dans un monde confortable. Moi, je trouve que les lois, je reviens pas sur le fait que c'est nécessaire de mettre des lois, ça permet de cadrer la société, c'est parfait comme ça, mais ça donne au fait un faux sentiment de sécurité. Parce que on dit, ok, il y a une loi qui dit que pour les organismes financiers, ils doivent avoir un plan de reprise informatique, ils doivent avoir un certain nombre de choses, etc. Oui, la loi le dit, mais est-ce que pour autant le plan de reprise informatique, le plan de continuité, le plan de gestion de crise est opérationnel? Au tout début, quand j'ai commencé à faire des plans de continuité, ça remonte à beaucoup d'années. Il y avait la commission scolaire. J'étais chez un client banquier. Et la commission bancaire, ça n'a rien à voir. Commission bancaire avait exigé en 2000, suite en fait au Crédit Agricole qui avait brûlé, Crédit Lyonnais qui avait brûlé, de mettre en place des plans de continuité. Donc, les banques ont mis en place des plans de continuité. Donc, on se retrouvait avec des dizaines de cartons de plans de continuité d'activité où on expliquait ce que faisait la personne de A à Z. Elle arrive le matin, elle dépose son manteau, elle connecte sur son ordinateur, elle tape son code, etc. Vraiment hyper détaillé. Hyper détaillé. Mais en fait, au final, ces dizaines de cartons, c'est pas maintenable. Je veux dire, c'est n'importe quoi là-dedans. Donc, en 2002, ils ont dit, maintenant, c'est bien, vous avez fait les trucs, mais il faut que ce soit opérationnel. Et là, ça a été beaucoup plus délicat que ce soit opérationnel. Donc, c'est là, en fait, on a beau mettre des lois qui vont inciter là, il n'empêche que si on ne fait pas les choses correctement, et surtout avec l'optique de dire il faut que je sauve mes fesses là, s'il arrive quelque chose là, on aura toujours des trucs qui sont tout proches. Ouais, notamment, puis c'est la différence énorme entre la conformité, dans le fond, c'est une conformité légale, et de la vraie sécurité ou de la vraie résilience ou des vrais éléments comme ça qui permettent justement d'asseoir correctement les éléments dans le sérieux et non juste de cocher des cases. Je me rappelle de l'époque, puis c'est moins vrai maintenant, mais ça l'a encore un peu, je l'entends encore des échos de ça. Des gens qui se plaignent que PCI DSS, ce n'était pas de la sécurité, puis ça fait 9 ans, puis chalet, puis tout ce qu'elle a avec ça. Et c'est vrai que c'était pas de la conformité, pas de la sécurité, que c'est que de la conformité. Cependant, ça l'amenait les commerçants qui étaient clairement très désinvoltes à rehausser leur niveau de sécurité à un niveau qui était ça a monté le niveau de l'eau, essentiellement. Fait que tout le monde a été obligé de monter le niveau de l'eau. Tout le monde est revenu. Ça n'a pas empêché les fraudes par carte de crédit, ça n'a pas chose, mais au moins l'hygiène, une forme d'hygiène de base est devenue plus standard. Donc, ça a éduqué les gens. Je crois que PCI DSS s'est rendu à sa version 4 maintenant. Donc, ce standard-là a évolué, la conformité a évolué. Fait que la version 1, c'est sûr que si on la met à l'état de maintenant, ça vaut rien, puis ainsi de suite. Cependant, ce qui est facile avec PCI DSS, c'est un contrat qui est forcé par les grands émetteurs de cartes de crédit face aux commerçants vers le bas. C'est facile. Quand tu parles de loi, là, on parle d'un État qui doit réfléchir longtemps, débattre longtemps et qui n'a pas cette agilité-là, cette capacité de remettre en perspective constamment. Donc, si on prend la loi 25 au Québec, c'est un bloc qui va être là, puis qui va rester là pendant 15 ans. Et dans 15 ans, l'avenir, ce qui nous réserve l'avenir, puis on va commencer à parler du futur aussi, n'a rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Donc, est-ce que cette loi-là va être encore valide là? Probablement pas. Elle va être hyper complexe à changer. Le RGPD en Europe est un bel exemple de loi qui, oui, a changé les choses. Oui, ça l'a amené des éléments importants. Les nouveaux blocs réglementaires qui viennent de tomber en Europe aussi font ce genre de choses-là. Cependant, j'entends beaucoup de critiques. Je ne suis pas un Européen, fait que je le vis pas. Et j'entends beaucoup de critiques de terrain de gens qui voient que ces lois-là n'ont rien à voir avec le réel. Et c'est très difficile. Et donc, on n'est pas capable d'avoir le vrai objectif, si on veut, qui est d'augmenter la résilience, la protection et ces éléments-là. Les gens ne font que faire de la conformité.
ou espèrent pas se faire prendre. Ouais, ça. Puis, je dirais que la plupart des gens sont plus, moi, je vais essayer, je vais pas me faire prendre. On le voit un peu avec loi 25 au Québec. Ben, je ce feeling-là qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah non, mais c'est pas grave, je me ferai pas prendre. Jusqu'à là que tu te fasses prendre, là. C'est comme rouler plus rapide sur les autoroutes. Ben oui, je peux le faire. Jusqu'à là que je me fasse pas prendre, puis quand je me fais prendre, mais j'ai une amende salée qui est conséquente par rapport au délit que j'ai fait à ce moment-là. Donc, il y a ça, mais on vit dans une société qui tolère ce genre de choses-là aussi. Fait qu'on... C'est vraiment un changement de mentalité, hein, parce que en effet, puis c'est assez français, hein, quand même de dire je vais essayer de tourner latin, plus que français, c'est latin au sens large. J'imagine qu'au Portugal, en Espagne aussi, ça doit ressembler à ça, en Italie, ça doit ressembler à ça. Ouais, pas mal. Mais au Québec, je pensais pas trop. Mais en effet, je m'aperçois que oui, de temps en temps, si on peut s'arranger avec la loi, c'est quand même bien aussi. Il y a certaines zones, on n'est pas entièrement latin comme en Europe, mais on a des racines on peut pas trahir non plus. Pas partout. Quand on embarque dans l'autobus, on est plus ordonné que en France, par exemple. Mais au-delà de ça, il y a d'autres éléments où on partage certains volets à avoir négocié. On va dire ça, négocier l'application des règles. Ouais, c'est ça. Mais c'est là où justement la société dans laquelle on vit là, on est sur cette société, puis dans les entreprises aussi, elles ont des objectifs qui font que il faut s'arranger avec les aléas législatifs, ce genre de choses-là, alors que le cœur du business de l'entreprise, c'est de faire fonctionner son entreprise et puis soit de rendre des services, soit en fait de gagner de l'argent pour prospérer. Donc, ce qui fait que cette mentalité où on veut pas perdre du temps sur les aspects réglementaires, machin, etc., et puis on va faire ça vite fait pour cocher les cases, hein. Ouais, c'est fou. Quand je dis ça, j'ai plein d'images de clients où en fait on coche les cases. Donc on coche les cases, mais ça nécessite pas tellement plus d'efforts et de coûts, en fait, à faire en sorte de pas seulement cocher les cases, mais faire en sorte que ça marche. Et c'est là où c'est assez terrible, c'est que la mentalité, c'est on va cocher les cases, bon, on va dépenser tant de milliers ou tant de centaines de milliers de dollars là-dessus, là, mais bon, l'intérêt, c'est pas forcément que ça marche, c'est juste de cocher les cases. Alors que de plus en plus, ils ont intérêt de pas trop se préoccuper de cocher la case pour cocher la case d'un terme législatif, mais de cocher la case pour qu'il soit résilient. Et ça, là, c'est là où ça risque de fesser pas mal de monde, là, sur les années à venir. Parce que si t'es pas résilient, là, tu vas simplement arrêter ton entreprise. Et là, c'est vraiment... Puis celle-là, parce que j'ai vu des exemples plus ou moins récents, à quel point les gens, puis là tu dis, ça coûterait pas plus cher de mettre en application, et la réponse est oui. J'ai vu des organisations, des entreprises qui dépensent plus en essayant de cocher les cases puis en tripouillant les choses que de déployer le dit système ou la dite mesure qui est exigée. Fait que c'est vraiment absurde de voir que les gens sont prêts à dépenser plus d'argent pour ne puis pas mettre l'énergie de conformité, la vraie énergie de conformité. Donc c'est moi ça me dépasse, mais beaucoup là, ce genre de choses-là, parce que il me semble je veux pas dépenser pour rien, mais bon, culture des organisations, c'est ça. Peur du changement. C'est ça, et c'est vraiment dommage parce que tout cet argent qui est dépensé à cocher les cases, en fait, les dépenser à perte. Donc voilà, pour 2023, je vais m'arrêter sur ça là. S'il y avait un truc en préparant là, 413 épisodes sur Polysecure, et sérieux là, t'es inarrêtable. Oui, on peut dire ça comme ça. Non, c'est fabuleux, 413 épisodes. Ouais. C'est un travail de fou et je voulais vraiment te remercier pour ce que tu mettais en place parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est un partage de connaissances qui est énorme et vraiment, je trouve que 2013, c'est une belle année par rapport à ça. 2023. 2023. Pourquoi est-ce que je... Non, 2023, c'est 413. Donc, 413 vidéos. T'as fait du anchoring. Ouais. Donc,
Vas-y. Ben c'est mon plaisir de parler avec plein de gens que je partage essentiellement. Là. Ça revient cette idée-là. J'ai énormément de plaisir à le faire, puis ça coûte pas d'énergie au sens où c'est pas forçant, parce que là, chaque personne avec qui je discute, des collaborateurs soit ponctuels ou de longue date, j'apprends beaucoup. C'est enrichissant pour moi également. Fait que, bref, j'en reviens toujours sur le fait que je retourne à la communauté, ce que la communauté m'a donné. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là, mais merci énormément de le souligner. Ça fait plaisir. Et encore une fois, merci là. Et puis vraiment, pour les personnes qui nous écoutent, allez écouter, il y a des perles dedans. Et moi, j'ai participé seulement avec 11 épisodes. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais limite au bord de la dépression. Mais on en a enregistré d'autres, donc c'est bien. Oui, mais il y en a 2 autres qu'on a enregistrés qui vont sortir bientôt, plus ce 3e-là qui va en enregistrer. Fait que quand même, tu remontes ta moyenne un peu. Oui, je remonte ma moyenne. 2024, moi, quand j'ai commencé un petit peu à préparer justement nos entretiens là, et je me suis dit, ok, 2024, qu'est-ce qu'il va y avoir en 2024? Et puis, j'allais voir un petit peu à droite à gauche là, cette prévision de menaces pour 2024, 15 prédictions cybermenaces, bon bref. Et en fait, il y en a quand même pas mal. Hein. Et puis il y a certaines où on voit quand même des évolutions. Hein. Bon, les rançongiciels, c'est quelque chose qui va continuer pas mal par rapport à ça. Tout ce qui est avec l'IA, l'intelligence artificielle, hein, moi je trouve que c'est fabuleux. Ça m'apporte énormément. Hein. Je travaille énormément avec l'intelligence artificielle. Mais il n'y a pas que Fournier qui travaille avec l'intelligence artificielle et puis qui a des bonnes idées par rapport à ça pour faire des belles choses et tout ça là. Il y en a tout plein qui peuvent travailler avec ça là sans avoir des bonnes idées. Et puis j'ai vu que justement il y avait une intelligence artificielle spécialement pour faire des cyberattaques maintenant. Ouais. Donc c'est fabuleux. Oui, on n'arrête pas le progrès et l'usage qui en est fait. Puis il y a plusieurs problèmes. Puis je pense que c'est ce matin pendant que je faisais ma course. Il parlait sur un podcast justement, un des problèmes qu'il y a, c'est que la quantité de cochonneries qui est générée par ces intelligences artificielles-là, pas de façon autonome, mais parce que les gens l'utilisent, ils le déposent sur Internet, ça vient polluer de plus en plus. Puis ça fait pas longtemps qu'il y en a un, là. Ça fait 1 an-ish qu'il y en a un qui a été rendu public. Et on est déjà dans un état où ça vient déstabiliser la qualité de l'information qu'on peut consommer sur Internet. Et ça, ce n'est qu'un volet. Puis ensuite, parlons de désinformation, ça va juste amplifier la désinformation qui s'en vient. Attachez votre sucre pour les élections en 2024 aux États-Unis. Tu mentionnais qu'il y a plusieurs pays qui tombent en élection. Je pense que c'est la moitié de la planète qui tombe en élection, qui change de gouvernement. Donc, tous ces occasions-là d'utiliser ces technologies-là pour déstabiliser des sociétés, pour mettre le bordel, c'est complètement fou. Et il y en a effectivement les malveillants, ça fait longtemps qu'ils ont compris. Là. Puis il y a beaucoup de choses. Puis là, on s'énerve beaucoup sur ChatGPT parce que c'est dans l'espace public. La réalité, il y en a beaucoup. Les compagnies comme Google et Microsoft l'offrent, et Amazon maintenant aussi, les 3 l'offrent maintenant de façon plus formalisée. Ils ont des outils de développement qui s'appuient sur l'intelligence artificielle, mais qui c'est pas l'intelligence artificielle de ChatGPT, mais qui ont vraiment des éléments fermés pour eux autres, qui permettent ce genre de choses-là de façon fermée dans un environnement comme ça. Il y a ça. Plus tous les modèles qui sont publics. C'est Stable Diffusion, je pense, pour les images qu'on peut rouler sur un ordinateur personnel, qu'on partage pas. Et donc, si on entraîne ces modèles-là dans des actes malicieux, comme tu mentionnais, ben ça n'empêche pas ces malveillants-là. On peut l'avoir sur des services publics ou des services qui sont offerts à grand déploiement, mais même de façon privée, on peut entraîner ces éléments-là. Disons, on a une compagnie de tests d'intrusion. On fait juste garocher les rapports de tous nos clients dans cet outil-là. Et on a un outil qui va nous servir et qui va être capable de monter des attaques de plus en plus sophistiquées là, d'éléments comme ça. Et d'un point de vue légal, c'est déjà en train de s'utiliser d'un élément comme ça. Là. Fait que c'est sûr la farce de l'avocat qui a oublié de vérifier si ces jurisprudences qui citaient étaient exactes. Mais au-delà de ça, les grands cabinets ont développé avec des choses plus sérieuses que ce dude-là que je pense qu'il a été radié d'ailleurs. Là.
Ouais, c'est fort possible. C'est là aussi, en fait, avec la menace de l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle n'est pas franchement intelligente, hein, elle fait juste des algorithmes pour savoir le prochain mot qui va être le plus adapté. Donc, ça reste quand même assez limité. Ça va progresser, hein, ça c'est clair. Ça progresse assez rapidement. Donc là-dessus, sur cette menace de l'intelligence artificielle, oui, pour moi, là, je pense que 2024, on va avoir de plus en plus sur ce genre de choses-là. Tu parlais de désinformation, en effet, avec les élections, là. Il y a énormément de choses. Donc même si maintenant il commence à avoir des limitations, on peut pas dessiner, enfin on peut pas créer des images de n'importe qui sur Midjourney ou ce genre de trucs-là, ça reste limité, mais il y a quand même moyen de détourner. On y arrive quand même. Ouais, puis j'ai un épisode, je sais pas s'il était diffusé avec Frédéric Grelot, dans lequel on aborde sur ce genre de choses-là. Le problème de faire 413 épisodes, c'est que je perds un peu la trace d'où je suis rendu à la diffusion des épisodes qui sont en cours. Mais on a eu une discussion très intéressante sur l'usage de ce genre d'éléments-là. Et quand tu utilises un système à l'interne, je pense que c'est OpenChat qui m'avait mentionné dans cet épisode-là, cet usage-là fait que tu es capable d'enlever les protections. Puis il dit c'est très simple, il l'avait expliqué sur cet épisode-là, qui est peut-être sorti ou pas au moment où vous allez écouter ça. En tout cas, si vous l'écoutez live, je ne sais pas. Puis si je ne sais pas dans l'ordonnancement, mais bref, c'est qu'on faisait juste imposer dans la réponse de choses. Tu peux imposer comment la première phrase. Et de cette première phrase-là, comme elle est positive et accueillante, elle enlève toutes les protections sont retirées systématiquement. Et je pense que c'était une affaire comme ça va me faire plaisir de te répondre. Puis si tu forces ça comme le premier élément de réponse, automatiquement, le restant du modèle de protection tombe parce que lui, il est parti sur cet élément-là pour construire ça. C'est fascinant là, à quel point les barrières au mauvais usage sont fragiles, puis facile à contourner. Là. Ouais, tiens d'ailleurs à propos de contourner, c'était marrant parce que pendant que je faisais la recherche, la préparation, là, je suis allé sur un site. J'ai un écran qui vient de tomber. Okay. Sur un site d'articles justement. Et puis l'article était limité aux premières lignes. Et puis si tu veux accéder sur l'article, eh ben il faut que tu ailles plus loin. Et c'est rigolo parce que sur Bing, je crois que c'est sur Bing ou sur Google, tu as la possibilité de le mettre en mode lecture. C'est un mode nouveau. Donc je me suis dit, bah tiens, on va essayer. Puis en mode lecture, j'ai eu tout l'article. C'est surprenant, quoi. Donc là, bon, c'est certainement un bug qui va être corrigé prochainement, mais c'est assez intéressant de voir comment est-ce que toute cette technologie, et donc derrière ça, il y a peut-être de l'intelligence artificielle. J'ai mes écrans qui jouent au yo-yo, là. Donc voilà, donc du coup, ça me perturbe. Ensuite, en termes de menaces, hein, on a des choses qui arrivent assez clairement là. C'est cyberguerre, cyberguerre, cybersabotage par rapport justement aux différents événements là. Et puis entre ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Chine, etc. Là, ça c'est des choses qu'on risque de voir assez de façon plus récurrente en 2024, hein, et c'est là où justement la résilience, hein, il y a intérêt de sérieusement s'y pencher et puis sans trop tarder. Parce que tout à l'heure, tu parlais justement des possibilités de contrôle, etc., sur les entreprises essentielles, mais il n'empêche, et si je prends l'exemple de l'électricité, il n'empêche que si le système électrique québécois, français, etc., tombe, t'as plus d'électricité. La seule façon de pouvoir maintenir ton activité, là, c'est d'avoir de l'électricité. Et donc, il va falloir de l'électricité en local. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir jusqu'où est-ce qu'il faut aller. On a eu une coupure électrique justement cet hiver-là, et ça m'a assez agacé parce que justement, j'avais du travail, hein, et que ma génératrice, hein, j'ai eu un problème avec. Quand j'ai voulu la démarrer, le truc qui permet de démarrer, là, il m'est resté dans les mains et la ficelle s'est réenroulée dans le truc. Donc là, j'en étais mort. Ouais. Parce que j'avais pas d'autre plan que ma génératrice. Donc là, maintenant, je me suis équipé avec des batteries, c'est fabuleux, là, ça tient des heures, etc. Donc il peut y avoir une coupure électrique, je m'en fous. Puis je sortirai même pas allumer la génératrice parce que j'en ai pour des heures avec la batterie.
Donc ça, cette notion d'autonomie là, c'est clair qu'il y a intérêt de s'y préparer parce que on n'est pas à l'abri qu'un État, soit indirectement, soit directement, vienne foutre le bazar dans notre pays ou dans un autre pays qui serait pas de son avis. Il y a un excellent film sur Netflix là-dessus qui justement aborde cette situation-là, pas de façon apocalyptique, mais d'un regard qui est un peu particulier, de vécu par une famille ou deux familles dans ce contexte-ci, qui se retrouvent coincées dans un état où dans ce cas-ci, c'est New York qui est attaqué principalement, les grandes infrastructures de New York, et eux autres sont en campagne et ils sont un peu témoins distants d'une situation en dégradation et à quel point tout ça est fascinant de voir à quel point ce qui arrive là. Et ça peut être vraiment très très rapide. Hein. Et ça, c'est marrant parce que là aussi, je fais ce parallèle avec je crois que c'est une grenouille. Tu mets une grenouille dans une casserole, là, elle va rester dans sa casserole tranquillement. Non, je le refais. Tu balances une grenouille dans de l'eau bouillante, elle va avoir tendance à se barrer. D'accord. Par contre, si tu mets une grenouille dans de l'eau froide et puis que cette eau froide, tu la mets sur un poêle et que tu fais chauffer, là, la grenouille, elle va rester jusqu'à cuire. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans ce modèle-là où il n'y a pas de problème. On ne nous a pas encore pété nos systèmes Internet, on ne nous a pas encore pété l'électricité, donc on verra le moment venu. Sauf que le moment venu, c'est trop tard, t'es cuit. Donc c'est là où c'est vraiment intéressant de bien regarder tout ce qui est géopolitique, hein, et c'est clair que on a vraiment un impact très très fort en ce moment, et 2024, ça va être assez chaud. Là, avec l'Iran, l'Iran directement ou indirectement, quand a envoyé un missile qui a tué 3 Américains, ça risque de bouger un petit peu de ce côté-là. Donc, on risque de se retrouver assez rapidement en 2024, là, dans une sérieuse merde. Tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, ça va s'amplifier. Puis en ce sens, ce qui s'est passé en Israël est un prélude, parce que le côté russe et l'Ukraine, c'est un univers qui est le leur, puis qui ne semble pas vouloir dépasser leurs propres frontières. Contrairement à ce qui se passe en Israël, a tendance à vouloir dépasser les frontières, donc vont nous affecter, puisque, bon, tu parlais de l'Iran, au Yémen, il y a des problèmes aussi. Il y a une montée de cette radicalisation, on pourrait qualifier. Je le mentionnais d'une autre façon, il y a une partie de la population mondiale qui est en train de s'attaquer à notre modèle de vie, à nos valeurs et à ce qu'on est. Donc, eux sont en désaccord avec ça. Ils prennent des moyens violents pour faire valoir leur point de vue, ce qui vient contraindre comme occidentaux notre confort dans lequel on est, là, le problème de riches. C'est un peu ça qui viennent mettre à l'épreuve ces peuples-là qui sont en train de ce que nous on voit comme radicalisés, mais dans le fond, eux autres ils ne font qu'appliquer une forme de critique de comment on vit. Ouais, c'est ça. Et puis c'est leur modèle du monde. Puis là, ce que tu dis est très très juste. Hein. On est vraiment sur une confrontation de deux blocs, hein, de deux façons de vivre différents là. Et puis ça se fait de façon un peu violente, voire très violente. Et donc il y a un moment ou un autre, ça va mal se terminer, quoi. Donc c'est pour ça tous ces coins là. Et puis comme on est vraiment très fragile au niveau occidental, hein, et on l'a vu justement avec la guerre du Russie-Ukraine, sur le fait que il y a le SWIFT là pour faire des transferts financiers, etc., internationaux là. Et en fait, les Russes, on leur a coupé le SWIFT. C'est pas grave, ils s'étaient préparés à ça, préparés au fait qu'on leur coupe le SWIFT. Et donc, ils continuent à faire du transfert d'argent. C'est pas un problème. Donc, ils se préparent. Et ça, cette notion de préparer, c'est vraiment vital dans le cadre de la résilience. Oui, puis en plus, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est les pays qui sont hostiles à l'Occident qui sont dans cette situation-là. Puis avec raison, j'imagine, parce que eux, c'est une menace réelle de perte d'accès à ces éléments-là. Tu parles du SWIFT, mais il y a tout le modèle, toute l'Internet russe qui est autonome, qui n'a pas besoin de connexion extérieure essentiellement pour opérer. Puis quand ils ont coupé les grands fournisseurs ont coupé la jonction de la Russie au restant du monde,
à part avoir réduit les attaques russes ou émanant de la Russie, ça n'a pas eu tant d'effet que ça parce que de toute façon, ils utilisent des proxys pour aller ailleurs. Et à l'intérieur du pays, ben, ils étaient déjà dans un modèle d'autonomie. La Chine, c'est la même chose. L'Iran, ça doit être la même chose à certains égards, ce degré d'autonomie-là qu'ils ont. J'imagine que l'Inde doit le faire sans trop le dire. Ces grands blocs-là se préparent. Puis parce que eux vivent dans un contexte, puis j'en reviens, nous autres, on est dans des temps confortables. On se prépare pas. Eux ne sont pas dans des temps confortables. Eux sont dans des temps réels où il y a une menace qui est latente pour eux autres, qui favorise cette prise de conscience plus facilement que ce que nous, occidentaux confortables, avec l'eau chaude, puis... C'est ça. Et ça, quand on n'aura plus d'électricité, on n'aura plus d'eau chaude. Ça va donner des douches froides à pas mal de personnes. Enfin, ça va être brutal. Ça va être brutal. C'est pour ça, par rapport à ça, là, moi, je vous inviterai là à vous préparer parce que 2024, c'est pas 2024, ce sera 2025 là. Mais attendez-vous à ce qu'on ait des coupures électriques qui soient plus long terme, qu'on ait des coupures internet qui soient plus long terme, parce que des menaces sur les câbles sous-marins là, ça fait des années qu'on en parle là. Il y a un moment ou un autre, il y en a un qui va couper parce que c'est vachement facile. Même les requins, ils grignotent les câbles. Donc régulièrement, on en change. Donc ce qui fait qu'il y a un moment ou un autre, on risque de se tomber là-dessus. Et ça amène une hyperdépendance, et c'est ce que moi j'ai noté pour 2024, sur l'hyperdépendance en fait au cloud et aux fournisseurs en fait divers et variés. On a de plus en plus d'entreprises qui basculent dans le cloud. Et ce que je constate moi chez les clients, c'est que j'ai des clients qui ont des plans de reprise, et puis quand ils basculent sur le cloud, ils partent du principe que le cloud c'est magique, que c'est redondé, que le fournisseur va s'occuper de toute votre informatique, des sauvegardes, et s'il y a un problème, que ça va redémarrer par magie. Donc, ils ont ça comme mentalité, ce qui fait qu'ils ne valident pas le fait qu'ils puissent faire une reprise informatique. Et donc, ça aussi, à mon avis, il y a un gros enjeu sur la dépendance cloud. D'ailleurs, on avait un épisode qu'on avait fait dessus. Alors, on avait les autopsies. Oui. Tout à fait. Puis je vais rebondir un peu sur ça. Puis c'est un des problèmes qu'on a à l'heure actuelle, étant donné que les systèmes sont rendus d'une complexité très, très grande. Les gens sont pas intéressés à savoir le fonctionnement de ces éléments-là. Puisque c'est trop compliqué, les gens paresseux, puis ça les intéresse pas. Ce qui fait qu'on va aller justement sur la solution magique. Là, tu parles justement d'une bascule sur le cloud, est un élément de magie dans lequel on croit, c'est facile, on va le faire comme ça. La réalité, c'est que si on comprend pas comment le cloud fonctionne, ça peut nous causer des soucis. Autant si on ne comprend pas comment nos propres systèmes fonctionnent, comment on peut les basculer dans le cloud, c'est comme ça. Mais il y a de moins en moins de compagnies à l'heure actuelle qui ont une connaissance assez robuste, je vais dire, de comment fonctionne leur infrastructure. Ça devient des boîtes noires. Le cloud est une boîte noire très importante que la plupart des gens ne comprennent pas. Je l'ai vu énormément avec le M365 notamment, ou Google Workspace, qui sont les équivalents, où les gens ne comprennent pas le fonctionnement en dessous. Ils sont juste contents d'utiliser le produit final. Puis ils pensent que le produit final est magique. Et ça, et quand on explique qu'il peut y avoir des défis, ils tombent des nues, on tombe en déni. On tombe dans le cycle du deuil, on est en déni, puis on négocie jusqu'à l'acceptation qui arrive, mais c'est un peu ça. c'est long, là, le cycle de deuil. C'est exactement ça. Mais oui, c'est super long. Ça prend du temps de folie, quoi. Il y a puis pareil sur la dépendance des fournisseurs. Là, on parle du fournisseur cloud. Mais tous les autres fournisseurs, tu sais, les accès à Internet, etc. J'ai pas mal de clients, ils ont un seul accès à Internet chez le même fournisseur. Donc, je sais pas, il faut évoluer là-dedans, faire un deuxième accès à Internet via peut-être un autre moyen que du câble filaire ou de la fibre. Donc, peut-être hertzien. Il y a comment ça s'appelle, Elon Musk, je sais que t'aimes pas. Mais il fait du satellite là-dessus. Donc, il y a des moyens satellitaires. Donc, par rapport à ça, là, il y a des solutions. Donc, toujours avoir une notion de redondance, de résilience par rapport à ça. Et la dépendance, là, je reviens sur le cloud, la souveraineté des données, là, en fait, on la perd complètement, là. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que toutes tes données vont chez le fournisseur infonuagique. Si tu as un minimum conscient, tu vas faire des sauvegardes en local. Pour tout ce qui est pas SaaS, tout ce qui est
des données que tu peux récupérer là. Donc si tu es un minimum conscient, tu vas faire des sauvegardes locales, mais je connais très peu de mes clients qui font des sauvegardes locales. Ils font des sauvegardes dans l'info nuagique chez le fournisseur chez qui ils sont. Donc demain, le fournisseur, pour une raison X ou Y, parce qu'il s'entend plus avec le Québec, il dit bah non, toutes les données qui sont à destination du Québec, on les bloque. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc activité complètement à l'arrêt. On a eu le cas justement sur OVH, alors pas de façon volontaire avec un monsieur qui faisait la tête pour dire non, je donnerai pas les données. Non, non, le centre informatique d'OVH a brûlé. Donc les données ont disparu et les sauvegardes, pour ceux qui avaient coché la petite coche, je fais des sauvegardes, ça a été vraiment très très peu. Les sauvegardes, elles ont brûlé aussi parce qu'elles étaient à côté en fait du centre informatique. Donc eux, ils ont perdu la totalité des données. Donc là aussi, mettre tous les œufs dans un même panier là, c'est pas franchement la meilleure des idées. Il y a un risque, puis tu sais, genre, parce que tu en avais parlé sur un autre enregistrement, il y a 20 centres de données par année qui brûlent. Là, on parle de OVH parce que ça fait beaucoup de bruit, puis malheureusement pour eux autres, ça les a, ça leur colle un peu à la peau. Là. Mais ils ne sont pas les seuls. Je pense que tu m'avais mentionné Google aussi, ça leur est arrivé. Google qui a brûlé, il y en a d'autres. Ouais. Puis il y en a d'autres aussi, il y en a 20 par année. Si on compte, c'est sûr qu'il va en avoir de chez Azure, c'est sûr qu'il va y en avoir d'Amazon. Il y a des pannes aussi. Amazon, on a eu quelques pannes majeures qui ont été connues, puis ça n'empêche pas. Là, c'est moins une panne, c'est moins pire parce que le système revient après un temps, mais dans le cas d'un qui brûle, puis tous nos données sont là, ben dans ce cas-là, on est vraiment dans un modèle, c'est un ordinateur ailleurs. C'est comme si on hébergeait un ordinateur qui nous appartient pas finalement sur des infrastructures qui nous appartiennent pas. Donc, c'est de le réfléchir en résilience, mais les gens, c'est magique. L'info nuagique, c'est magique. C'est magique, c'est ça. C'était le slogan qu'on avait mis dans l'info nuagique, c'est magique. Donc ça, pareil, dépendance du cloud 2024, à mon avis, plus ça va aller, plus ça va être problématique. Élection, on en a un petit peu parlé là. En effet, on a 50% de la planète qui va voter. Donc, c'est pas 50% des pays qui vont voter, mais c'est 50% des habitants qui vont aller voter. Donc l'Inde va voter, l'URSS va élire à nouveau Poutine. Donc je serais surpris que ce soit pas ça le résultat. Pour les paris sportifs, ça doit être un peu compliqué quand même. Pour les élections en Russie, là, ils doivent pas gagner beaucoup d'argent. Il n'y a pas d'argent à faire avec ce genre de choses-là. Ou faire une très grosse chose parce que le changement de cycle, parce qu'il va y en avoir un nécessairement, un changement de cycle, qu'il le veuille ou veuille pas, on n'est pas éternel, donc il va effectivement finir par décéder. J'espère pour lui de cause naturelle, mais ça va arriver, fait qu'il va se faire remplacer nécessairement. Fait que c'est cette personne-là qui est capable de prédire ça, va faire un gros paquet d'argent là, quand on va prédire ça, mais bref. Ouais, je pense que oui. Mais ça va durer, enfin, à moins qu'il disparaisse, mais ça va durer, ça risque de durer encore un petit bout de temps. Ouais, il a l'air d'être assez résistant. Là. Ouais. Lui, il a l'air d'être assez résistant et je pense qu'il est très résilient. J'ai cru comprendre qu'il avait plusieurs sosies, donc ça n'a pas l'air de poser trop de problèmes. Un autre enjeu pour 2024, hein, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, là, c'est le climat, changement climatique, etc. Et puis, comme tu le disais, en 2023, il y a eu des coupures, justement, de data center parce que ça avait un petit peu trop chaud et qu'il fallait limiter. Et c'est vrai que, à force de faire des girafes, ça consomme un petit peu de CPU. Oui, je contribue au réchauffement de la planète avec cause de mes girafes, oui. Voilà. Donc, et puis t'es pas le seul à faire des girafes, j'en ai vu plein, et je pense pas que c'est tout toi qui les a faites. Donc voilà, climat, on va réchauffer encore un peu plus le climat, donc l'eau va un petit peu plus s'évaporer, va se répandre un petit peu ailleurs et faire des dégâts ou des inondations un peu ailleurs. Donc en fait, ça aussi pour 2024, je pense que ça va pas mal jouer. Donc par rapport un petit peu à tout ça là, pour revenir sur le thème du début, la crise et puis la résilience, on n'est pas prêt d'arrêter les crises là. Et puis je pense que on passe d'une crise à une autre crise à une autre crise. Je discutais justement avec un de mes clients la semaine dernière, je crois, et puis on parlait justement de sa fin d'année 2023 là. Et puis ils ont eu une crise chez eux là, justement, une coupure électrique puisque leur arrivée de gaz là a été bloquée là. Et dans la crise, il a fallu gérer ça là. Et ensuite, dans la crise, il y a eu un problème social qui a fait que ça a encore généré un peu plus de bazar. Donc, des crises, on est perpétuellement maintenant, il ne faut pas se leurrer, on est de plus en plus en fait dans des crises. On est même limite en permanence dans des crises, donc il faut se mettre dans un modèle
gestion de crise permanente, hein, et donc d'anti-fragilité. Et donc de partir sur la base de dire, OK, sachant que je vais avoir une crise, c'est sûr, je ne sais pas comment est-ce qu'elle va arriver, je ne sais pas de quel type elle va arriver là. En fait, le seul objectif, c'est de pouvoir maintenir mon activité là, mais avec des choses dont je ne sais pas à l'avance ce qu'il en est. Donc là, ça va être intéressant, et puis c'est un petit peu la façon maintenant qu'on a de travailler, d'évoluer par rapport à ça, là, c'est de préparer les entreprises à se préparer à un événement qu'elles ne savent pas ce que c'est à l'avance, et qu'elles ne savent pas avec quoi elles vont avoir à le gérer, et qu'est-ce qui va rester encore en état. Donc ça amène en fait une modification de la réflexion qui est assez intéressante. Et là, il y a beaucoup plus de discussions sur savoir, OK, comment tu fais quand tu n'as plus rien dans ton entreprise? Sur qui tu te bases, etc. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de t'occuper de l'activité machin là? Si elle tourne pas, est-ce que c'est vraiment dramatique pour toi? Donc ça nous amène vraiment en fait à revoir ça, et c'est assez intéressant. C'est une nouvelle méthodologie qu'on est en train de mettre en place par rapport à ça. Et puis la notion de résilience, hein, là aussi, hein, la résilience de base, hein, tu tombes par terre, tu te relèves, tu tombes par terre, tu te relèves, etc. Tu trouves les moyens de te relever, etc. Bah ça se prépare à l'avance, hein, à un enfant très résilient, hein, parce que vu le nombre de gamelles qu'il fait, ben, il arrive quand même à se lever, il apprend. Hein. Donc là aussi, la résilience, ça se prépare à l'avance, hein, et par rapport à tout ce qu'on a pu lire sur justement notamment les coupures électriques, hein, ben, équipez-vous de matériel qui va vous permettre de maintenir votre électricité. Par contre, quand on a une coupure électrique globale, hein, genre Hydro-Québec ou EDF qui viendrait à ne plus pouvoir fournir l'électricité, là, ça veut dire que vous n'êtes pas les seuls à être touchés. Donc tout le monde est dans le même panier là, mais il n'empêche que peut-être que vous avez des activités réellement essentielles qu'il va falloir maintenir, et donc dans ce cas-là, il va falloir être complètement autonome et vous passer des fournisseurs. Et ça aussi, c'est une leçon, et puis une chose à faire, hein, c'est de commencer à réfléchir dès à présent de se passer des fournisseurs. Dans la mesure du possible, c'est clair qu'on ne peut pas se passer de tous les fournisseurs, mais dès que tu peux t'en passer, ou alors pallier en fait à l'absence d'un fournisseur, bah, il faut y mettre les moyens. Et l'électricité en est un flagrant là, parce que des cyberattaques pour des fournisseurs électriques, je ne serais pas surpris qu'en 2024, là, on en ait quelques-unes qui coupent l'électricité soit d'une ville, soit nationale. Donc par rapport à ça, je serais un peu plus surpris sur la base d'une attaque. C'est assez difficile. Les éléments, je sais que les autres sont quand même bien préparés. Les événements météorologiques sont beaucoup plus probables. Au Québec, on a eu la crise du verglas en 98, si ma mémoire est bonne, ou 99. 98, je pense. Tout l'île de Montréal, ou le triangle noir, le très grand triangle noir, dont notamment Montréal, avait été coupé de courant pendant plusieurs semaines. Donc, là, on est vraiment dans un état où ça tombe grave, puis en hiver en plus, et tout ce qui est ça. Puis on est juste dans un cataclysme naturel. On n'est pas avec un attaquant, puis ces éléments-là, avec les changements climatiques, pourraient survenir de nouveau. Je suis pas sûr que l'ensemble du réseau d'Hydro-Québec est capable de tolérer dans son ensemble. Ils ont fait des travaux pour Montréal. Si on regarde aux États-Unis ou si on regarde en Europe, je suis pas convaincu que ces réseaux-là sont capables de tolérer ce genre de changement climatique-là, et donc de jeter une partie de leur population dans l'obscurité et dans certains cas dans le froid, parce que au Québec c'était comme ça, donc c'est très ça. Puis on l'a déjà oublié là, c'est ça, on l'a vécu, les vieux s'en rappellent. Là, ça devient comme lointain, les gens urbains, non, mais ça ne se passera plus. Et jusqu'à temps que ça redevienne. Et les gestes qui ont été posés à l'époque, ben, ont pas été continués dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas toutes les méthodes de façon de développer ou de livrer l'électricité d'Hydro-Québec qui a changé. Ils ont juste réglé le problème ponctuel à ce moment-là, donc ont réglé le problème de Montréal, essentiellement, avec une plus grande robustesse. C'est parfait comme ça. Mais le restant des choses, comme là, actuellement, comme on est en changement climatique, ben, la crise du verglas qu'il y a eu à Montréal en fin des années 90, il n'y a rien qui dit qu'elle n'arrivera pas à Québec dans les années qui s'en viennent. Donc, là, justement, on a des pannes majeures avec des éléments comme ça pendant tout ça. Et puis là, je vais rebondir sur la chose que tu m'avais dit, puis je ne connaissais pas. L'obligation de l'État de venir à notre secours et au bout de 72 heures. C'est impossible. Puis ça, moi, j'ai été flabbergasté. Je pensais que c'était plus rapide que ça.
Il n'y a aucune obligation en deçà de ce temps-là. Et, je vais rebondir sur deux choses. La dernière chose que tu dis, excuse-moi, tu avais fini? Non, j'avais fini, c'est parfait. Justement, c'est 72 heures. Et c'est très, très surprenant parce que, en effet, là, au niveau de l'État, sécurité civile, vous avez trouvé ça sur le site de la sécurité civile, votre trousse de 72 heures. Parce que l'État peut ne pas avoir la possibilité de venir et donc vous demande, et c'est une obligation, c'est en France en tout cas, c'est sûr, c'est dans la loi, et au Québec, il me semble que j'ai vu aussi dans la loi, vous avez une obligation d'être autonome pendant 72 heures. Donc, il faut que vous soyez autonome pour boire, pour manger, pour vous chauffer, pour vous couvrir, pour vous sécuriser médicalement, etc. pendant 72 heures. Donc ça, systématiquement, pour les personnes qui nous écoutent, vous devriez avoir une caisse ou quelque chose qui se transporte avec dedans de quoi tenir pendant 72 heures. Et quand on parle de tenir pendant 72 heures, pensez à l'eau, là. Ça veut dire que c'est à peu près 2 litres d'eau minimum pour boire par personne, là. Donc ça vous fait déjà 6 litres d'eau à vous trimballer dans un sac à dos. Donc, si vous êtes une famille avec plusieurs personnes, vous multipliez ça par le nombre de personnes, plus la bouffe, plus les médicaments, plus les trucs pour les chats, les chiens, les perroquets, les poissons rouges. Donc, par rapport à ça, enfin, ceci dit, les poissons rouges pourraient toujours boire l'eau du poisson rouge. Laissez-lui-en un petit peu quand même. Donc, ça, oui, c'est vraiment une obligation, là. Puis c'est du bon sens. On arrive de plus en plus, et c'est vraiment de la résilience. Et je sais qu'il y avait quelqu'un qui était de Prepper Québec, qui étaient inscrits pour regarder. Il serait là et vous ferait un cours vraiment complet sur justement la résilience, citoyen prévoyant, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Citoyen prévoyant Québec Prepper, je l'inviterai pour les personnes qui nous écoutent à y jeter un petit peu d'œil dessus. Ça vous permet de vraiment voir comment vous préparer individuellement, en cas en fait de problème. La deuxième des choses sur lesquelles je voulais aborder, tu me disais, enfin tu disais tout à l'heure, oui, ils sont quand même assez sécurisés, Hydro-Québec, EDF, etc. J'en doute pas une seule seconde, ils ont intérêt d'être super sécurisés. Mais il n'empêche, en fait, je travaille sur pas mal de scénarios là, où en fait l'accès externe est assez peu important. Il suffit simplement d'une personne qui soit mal intentionnée en interne, qui a accès aux bons trucs pour foutre le bordel. Et ça, en fait, des personnes mal intentionnées, il y en a quand même pas mal. Donc, ce qui fait que quand on joue des scénarios soit sur une attaque externe, donc un groupe cyberattaquant, une menace étatique, etc., qui viendrait attaquer depuis l'extérieur. On s'aperçoit quand même que, heureusement, on a des entreprises qui commencent à sécuriser leurs trucs pour pas se faire taper de l'extérieur. Mais il n'empêche que de l'intérieur, on peut avoir en fait des attaques, soit des attaques physiques sur du matériel, ou alors des attaques numériques sur du matériel. Surtout si la personne est très très proche en fait des équipements et qu'elle maîtrise assez bien la chose. Et donc des scénarios que nous on travaille beaucoup là, c'est principalement sur une pression de la personne clé. Généralement une pression sur la personne clé, c'est on prend sa fille, son fils, on fait ce qu'il y a à faire pour bien lui faire comprendre que s'il fait pas ce qu'on lui demande, eh ben ça va mal se passer pour sa famille. Donc forcément ça va aller dans le sens qu'il va faire le nécessaire. Donc on travaille beaucoup sur des scénarios comme ça, ce qui fait que ce genre de scénario-là reste moyennement parable. Pour une personne qui est motivée à faire du mal, ça reste moyennement parable. Donc c'est pour ça, je reviens encore sur ce que tu as dit, c'est en effet, on a beaucoup d'objections quand on fait nos simulations, qu'on va voir les personnes en disant vous pourriez vous faire attaquer de telle façon là, parce que c'est pas imaginable pour eux. Et tu parlais des personnes pour justement le triangle de glace. C'est soit pas imaginable, soit c'est trop vieux. Donc ça peut pas se faire dans le conscient collectif ou le conscient de la personne avec qui on discute. Ça peut pas se faire, soit parce que ça s'est pas encore fait, soit c'est trop vieux, soit c'est inimaginable. Et ce qui est marrant, c'est que chez un client, on a fait 8 exercices. Des exercices flash, c'est-à-dire des mises en situation, et sur les mises en situation, on travaille dessus en disant bah tiens, qu'est-ce que vous feriez par rapport à ça? Et sur les 8 scénarios flash, en fait, il y en a 4 qui se sont révélés dans les semaines ou les mois qui ont suivi en fait cet exercice. Et pourtant, dans les 4, on avait des choses qui étaient assez high level, dans le genre qui pourraient pas arriver. Et pourtant, ça arrive. Donc ça, le fait que
ils sont protégés, j'ai aucun doute là-dessus qu'ils sont protégés et c'est une très très bonne chose. Pareil pour la cybersécurité, c'est clair qu'il faut en mettre, mais pour moi c'est clairement pas suffisant. C'est de la cyber-résilience qu'il faut. Donc par rapport à ça, là, c'est toujours très important de faire prendre conscience aux personnes que c'est pas parce que ça s'est pas fait maintenant là, que ça ne se fera pas demain. Pensez toujours à la notion de dopage, antidopage. On est toujours à la traîne. Les hackers sont de plus en plus organisés, ils sont de plus en plus efficaces. Avec l'IA, c'est une folie là. Avant, on avait des fautes d'orthographe dans les spams, enfin dans les courriels, machin, etc. C'était tout croche. Oui. Maintenant, il y en a plus. C'est nickel chrome. Tu te confonds par rapport à ça. Ouais. Vas-y. Non, ces éléments-là ont changé. Si on parle pour l'IA, moi, j'ai foi que les systèmes de défense vont évoluer à la même vitesse que les systèmes d'attaque. Cependant, ça, c'est une chose. Chez Google, par exemple, chez Azure, je suis convaincu qu'ils vont déployer. Que les dernières ratées de Microsoft sont un peu fascinantes en termes de préparation, mais ça, c'est leurs défis que je pense corporatifs sont rendus trop gros et je pense qu'il manque un petit peu de vivacité, mais ça, je pense que les derniers événements vont leur donner un peu de vivacité. Mais eux sont prêts à se défendre. Les grands Palo Alto, Zscaler, Checkpoint de ce monde vont amener leur technologie au même niveau. Cependant, le problème avec ça, c'est que l'adoption par les compagnies, par les gens, ne va pas à la même vitesse et c'est là où on a un fossé qui est en train de se créer entre ceux qui attaquent et ceux qui se défendent. Et là, je parle pas des PME qui sont encore moins conscientes et juste parce qu'ils pensent qu'ils sont tout petits, ils se feront pas attaquer. La réalité, dès que tu as de l'argent et quelque chose qui peut être monnayé, tu es une cible potentielle. Là. Ça l'arrête là. C'est plate à dire, mais c'est là où on est rendu dans l'univers. Oui, clairement. Je vois que le temps file, là, il est 13h22 au moment là. On va peut-être arrêter là. On va juste parler des événements là. Oui. Je te laisse. Je te laisse parler de tes événements. Ok, bon, il y a le Secure, je te laisserai en parler. Hein, les 2 jours de Secure, vraiment, c'est quelque chose à aller voir. C'est assez phénoménal. Puis nous, on a la chance de pouvoir de donner une formation le 27 février. Donc, c'est initiation à la gestion de crise. Donc, c'est une matinée de formation pour expliquer qu'est-ce que c'est que la gestion de crise, comment ça fonctionne, comment s'y préparer, etc. C'est pas mal orienté au niveau de l'encadrement. Et puis, l'après-midi de cette journée de formation, on fait une simulation pour justement appliquer ce que les gens ont appris le matin. Et puis, vas-y. Oui, non, j'acquiesce à ce que tu dis, c'est très intéressant. J'ai hâte de voir moi, la formation, je n'assiste pas, là, mais l'autre. Ouais, l'autre, la deuxième, c'est, je crois que c'est la première fois que ça se fait au Québec et je pense pas que ça se fasse en France non plus, donc c'est vraiment le top du top. C'est en fait une journée complète autour justement de la cyber-résilience, de la crise, etc. Donc le matin, il va y avoir 2 conférences, dont une de toi et puis l'autre de Serge Drolet, et il va y avoir une table ronde avec Jean-Philippe Racine et puis vous deux sur justement 2024, la cyber-résilience, comment est-ce qu'on évolue par rapport à ça. Donc vraiment, j'ai vu les contenus des conférences, ça vaut vraiment le détour. Ça va être très, très chouette, oui. Pardon? Ça va être très chouette, j'ai très hâte de participer à ça. Puis je pense que si vous voulez assister à un débat qui ressemble un peu à ce qu'on a là en live, mais avec plus de gens, ça va donner un peu cet espace-là de discussion libre et à bâton rompu sur le sujet de la résilience. Ouais. Surtout que le thème à l'origine, j'avais indiqué cybersécurité c'est bien, cyber-résilience c'est mieux. Arrêter de faire de la cybersécurité, passer directement à la cyber-résilience. Donc un petit peu provocateur, mais l'idée c'est vraiment, on passe de la cybersécurité, il faut de la cybersécurité et il faut mettre en place de la cyber-résilience, ça vous permettra de survivre. Et puis l'après-midi de cette journée, donc 1er mars, 2 conférences, une table ronde du top du top. Et l'après-midi, on fait une simulation de crise justement de 3 heures. Et là, on a créé une entreprise spécifique par rapport à ça, qui est Drone quelque chose. Et puis, on va avoir une dizaine de scénarios de crise différents. Et le principe, c'est que les personnes qui vont participer à cette journée vont être réparties dans des équipes et chaque équipe va gérer une crise à son niveau. Et donc, on va animer tout ça, justement. Ça va permettre de faire beaucoup de transferts de connaissances, de compétences. Puis, il y a une chose que l'on fait quand on fait des simulations comme ça là, de crise,
on offre le chrysoscope. Ah, alors le chrysoscope, c'est une merveille de crise et résilience. En fait, ça permet de partir à la fin de l'exercice avec votre procédure quasiment écrite de l'événement. Vous vivez une cyberattaque de type rançongiciel, quelles sont les actions que vous faites, quelles sont les personnes qui sont touchées, etc. Ce qui fait qu'à la fin, vous partez en fait avec c'est un 11-17, donc c'est une grande page, et dans laquelle vous avez noté toutes les actions qu'il fallait faire, les parties prenantes, les impacts immédiats, les impacts différés. Vous avez noté un petit peu ce qui a été dit dans les autres tables et tout ça. Enfin, bref, le pied, je vais m'arrêter là, sinon je m'enflamme. Donc voilà, c'est donc 27. 27, c'est la formation initiation à la gestion de crise cyber. Et puis, le 1er mars, c'est une journée complète, un séminaire sur la cyber-résilience, la gestion de crise. Je vais te piquer aussi, le 28-29, c'est le Secure. On a 12 conférenciers. La plupart sont à ce moment que ceux qui écoutent live sont déjà, la plupart diffusés sur une très grande palette de sujets. On va toucher à l'industriel, on va toucher à la recherche, l'état des lieux en termes de menaces, notamment les Chinois, l'usage de l'intelligence artificielle pour aider des produits de sécurité, l'usage comment sécuriser l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, on a une panoplie de sujets de cette nature-là. On touche quand même un grand spectre de choses avec des conférenciers de pointe francophones. Justement, puis c'est plutôt rare d'avoir des contenus comme ça aussi riches que ça en français, donc c'est très intéressant. Je vous invite à participer, les inscriptions sont déjà ouvertes depuis un certain temps. Sur ce, moi je vais conclure. On est quasiment dans les temps. On parle trop. On parle définitivement trop à 3 minutes du temps prévu dans lequel on arrive. Fait que je vous remercie énormément d'avoir participé pour ceux qui ont écouté en live. Merci aussi à ceux qui vont l'écouter en différé parce qu'il va être mis à disposition dans les prochains jours sur les différentes plateformes standards du podcast. Donc, merci. Puis ça va être rajoute un, 413 plus 1. Voilà, 414. Merci à tous. Allez, merci.